Et la question qu'il faut se poser, c'est sommes-nous prêts s'il advenait que il y a une situation un peu analogue à celle que connaissent les Ukrainiens conventionnels. Nous avons la dissuasion nucléaire. Nous n'avons plus la force conventionnelle suffisante pour faire la guerre. Quand un ancien chef d'état-major des armées explique que la France n'est plus réellement capable de soutenir une guerre moderne, ce n'est ni une provocation, ni une posture idéologique. C'est un diagnostic stratégique. Et derrière ce diagnostic militaire, il y a une réalité beaucoup plus large, beaucoup plus inquiétante. Une fragilité économique, industrielle et politique. Car dans le monde réel, les guerres ne se gagnent pas seulement avec des soldats. Elles se gagnent avec des usines, des stocks, de l'énergie et surtout une nation capable de tenir dans la durée. Tout ça en 2017, je voyais bien monter les États-puissances, le terrorisme islamiste radical. Je sentais le désengagement progressif américain de l'Europe et je voyais simultanément le réarmement de beaucoup d'États-puissances. Pendant plus de 30 ans, l'Europe a vécu dans une parenthèse historique. La chute du mur de Berlin a été interprétée comme la fin durable de la guerre sur le continent. Les budgets militaires ont baissé, les armées ont été redimensionnées et la défense est devenue une variable d'ajustement budgétaire. Ce que Pierre de Villiers rappelle, c'est que cette paix n'était pas une victoire stratégique mais une conjoncture temporaire. Pendant que les États-Unis, la Russie et la Chine continuèrent de penser en décennies, l'Europe a pensé en cycles électoraux. Résultat, une armée techniquement performante, mais structurellement incapable de durer dans un conflit de haute intensité. Une guerre moderne est d'abord une épreuve industrielle. Elle exige une production continue de munitions, des chaînes logistiques robustes, des réserves énergétiques et une main-d'œuvre qualifiée. Or, l'économie française, comme beaucoup d'économies européennes, a été optimisée pour l'efficacité en temps de paix, pas pour la résilience en temps de crise. Le flux tendu est parfait pour réduire les coûts. Il est catastrophique quand la guerre impose l'urgence. Ce que l'on appelle aujourd'hui réarmement consiste surtout à réparer ce qui a été détruit depuis 30 ans. Et réparer coûte toujours plus cher que maintenir. Avant la chute du mur, nous faisions la préparation à la guerre. Après la chute du mur, nous sommes capables de faire des opérations de guerre. C'est pas la même chose. Il faut reprendre cette capacité à faire la guerre. Ça veut dire de l'épaisseur. Ça veut dire des effectifs supplémentaires, des équipements supplémentaires, de la logistique. On parle beaucoup de munitions en ce moment, quand on voit les consommations en munitions de la guerre moderne. Ça veut dire les technologies modernes, par exemple la révolution des drones. Il y a beaucoup à faire et il y a urgence. Quand vous dites qu'au fond, en termes de vraiment d'équipements importants, par exemple le nombre de chars, on en est toujours au même point. On a 200 chars. Oui. On n'en a pas un de plus qu'il y a 10 ans. Notre modèle, en termes de matériel majeur, n'a pas bougé depuis 2017. C'est pourquoi je parle de Nous avons 200 chars, dont 150 seraient bons de guerre, prêts à partir au combat. Nous avons 200 avions de combat et 15 frégates de port-Mirand pour la marine. Et nous avons, avec les crédits supplémentaires, je salue cet effort, mais il est finalement trop modeste par rapport à la dégradation de la situation internationale. Nous avons bouché les trous parce que pendant des décennies, nous avons laminé notre outil de défense. Vous parlez d'ailleurs de cet effort, vous le saluez. Hier soir, les députés qui ont été consultés donc, sur le budget de la défense l'ont largement soutenu. C'est un vote plutôt symbolique, mais ils ont, à 411 voix pour et seulement 88 voix contre, soutenu l'effort de 6,7 milliards d'euros supplémentaires. Il était temps. Oui, c'est un bon signe et j'ai écrit ce livre précisément pour cela. Pour que lors des prochaines élections, nous aurons les municipales, les législatives, les présidentielles, nous puissions mettre au premier rang des préoccupations de nos futurs élus la défense, protéger la France et les Français. Ça vous rassure les 411 pour? C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on entend aussi à demi-mot dans votre livre, c'est votre inquiétude sur l'unité ou non de la nation. C'est-à-dire c'est pas seulement une question de munitions, c'est pas seulement une question de nombre de chars et c'est pas seulement une question de menaces. C'est aussi notre capacité, nous, à faire bloc. Oui, nous savons très bien, nous les militaires, que les guerres se gagnent par les forces morales. Nos 25 000 jeunes qui rentrent dans l'armée tous les ans, on leur apprend à ne pas reculer et ils vont jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. Eh bien, il faut retrouver cette unité nationale, cette cohésion nationale. Et de ce point de vue-là, le vote d'hier est un bon signe. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez, la culture de défense chez nos dirigeants a un peu disparu avec la suppression du service national. Alors, d'ailleurs, vous en parlez, vous dites que la suspension, je vous cite, la suspension du service national par le président Chirac a été une faute
politique majeur. Est-ce que vous êtes favorable au retour du service militaire, et d'ailleurs obligatoire ou volontaire ? Alors, je suis favorable, et je l'écris dans mon livre, à ce qui a été proposé récemment par le président de la République. On va démarrer avec 3 000 volontaires et 50 000 en 2035. Je pense qu'on pourrait peut-être aller plus vite. Ça sera déjà un premier pas, et ces soldats étant consacrés au théâtre national, ce qui va permettre de dégager des effectifs avec les engagés. Je suis favorable surtout à l'unité nationale. Il faut réapprendre à nos petits Français à aimer leur pays. Comment voulez-vous imaginer qu'ils se battent pour leur pays s'ils ne l'aiment pas ? Mais justement, vous consacrez aussi de manière, je dirais, on vous sent assez prudent. Vous êtes, général Pierre de Villiers, aussi le frère de Philippe de Villiers, qui lui s'exprime beaucoup sur les questions de la situation nationale. Et on sent bien, je crois pouvoir le dire, que dans votre livre, vous faites attention justement à ne pas tomber dans ce qui serait de l'ordre de la politique immédiate. Mais tout de même, vous vous inquiétez d'une crise, je cite, civilisationnelle, c'est ce que vous dites. La dernière des crises, parce qu'il y a une juxtaposition de crises que vous listez, la crise économique, les crises. Mais vous dites la dernière, mais sans doute la plus importante, c'est la crise civilisationnelle, une déshumanisation croissante, une perte de nos racines judéo-chrétiennes. Nous avons sacrifié notre identité à une soi-disant fraternité universelle. Ça veut dire quoi ? On a commencé cet entretien par l'étrange défaite, et quand je regarde l'histoire de France, en 1870, en 1914, en 1939, 3 cas complètement différents, il y a un point commun, c'est que nous étions à l'époque en crise économique, en crise politique, en crise sociale et en crise financière. Et l'enchaînement a été immédiat, incapacité de réarmer, défaite. Et je ne voudrais pas que ce scénario se reproduise, tout simplement. Mais vous ajoutez à ces crises-là cette toute nouvelle qui est cette crise civilisationnelle. Vous avez dit il faudrait que nos petits Français, je vous cite, réapprennent aussi en quelque sorte l'amour de la patrie. Je ne sais pas si vous aviez entendu, mais Louis Sarkozy, qui est chroniqueur chez moi sur RMC, a défendu la semaine dernière l'idée d'une sorte de loterie pour les migrants qui arriveraient en France, que 10% d'entre eux, chaque année, soient tirés au sort pour participer à ce service national volontaire, mais qui dans l'espèce serait obligatoire. Une sorte, en quelque sorte, de légion étrangère, mais de l'armée quotidienne. Est-ce que vous estimez que ça pourrait être une bonne idée ? Est-ce qu'il faut faire un creuset de patriotisme ? Mais bien sûr, il faut retrouver notre creuset national. L'amour du pays, l'amour du drapeau, la terre des pères, la patrie, c'est ça qu'il faut retrouver. Nous l'avons perdu avec ce mythe de la mondialisation, ce mythe de l'armée européenne. Nous l'avons perdu. Il faut retrouver la proximité, l'attachement à notre pays. Vous savez, nos jeunes, quand ils arrivent, au bout d'un mois de formation, ils ont la présentation au drapeau. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, passe avec honneur et patrie. C'est la nuée de tous ceux qui sont morts pour nous, qui passent devant eux. Et ils le sentent, ils retrouvent leurs racines. Je suis frappée, et je crois qu'on peut se le dire ici, désormais il y a prescription en quelque sorte. Quelques semaines avant que vous ne quittiez votre poste de chef d'état-major des armées, vous m'aviez reçu à déjeuner à l'école militaire pour me parler de ce dont vous étiez, je crois même, le plus fier à l'époque, qui étaient ces jeunes qui intégraient pour quelques semaines, quelques mois l'armée. Et vous disiez que c'était la meilleure manière précisément de devenir français. Je me souviens à l'époque de votre passion pour ce modèle. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre l'immigration, vous êtes contre le fait qu'il n'y ait pas d'intégration ? Mais moi, je suis toujours passionné par ce modèle, ce creuset français. Et j'ai vécu des situations avec des jeunes issus de l'immigration qui se sont comportés comme des héros, évidemment. Mais il y a une différence, c'est qu'ils aimaient la France. Ils étaient prêts à se sacrifier pour elle, pour rendre finalement à la France ce qu'elle avait fait, l'accueil de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Et c'est cet amour de la France qu'il faut retrouver. Ce n'est plus le cas ? Écoutez, ce n'est plus toujours le cas et il faut le retrouver.
dans l'éducation nationale, dans les familles, dans notre société. Il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique pour ce réarmement des forces morales. C'est le dernier chapitre de mon livre sur lequel j'insiste, parce que c'est le cœur du sujet. Un dernier chapitre qui se veut d'ailleurs plein d'espoir, je vais dire même vos tout derniers mots, les derniers mots de votre livre, c'est « Espérance rime avec France ». Vous voulez encore y croire, mais vous qualifiez notre époque d'ambiguë, je vous cite, avec ces juxtapositions de crise et ces démocraties qui sont faibles. Nos démocraties, l'Union européenne, l'OTAN, l'alliance qui est en train de disparaître avec les États-Unis, est-ce que tout cela nous affaiblit ? Oui, mais l'ambiguïté, c'est un poison quand on gouverne. J'ai une expérience du commandement quand même en 43 ans. Il faut de la clarté. D'ailleurs, moi, les gens me disent, avec vous, c'est clair. Quand vous faites une interview, c'est clair. Vous répondez de manière claire. Je crois qu'on manque de clarté aujourd'hui. On ne peut pas faire le lundi quelque chose, le samedi l'inverse, en disant que tout va bien, Madame la Marquise. C'est plus possible. En fait, vous ne supportez pas le « et en même temps ». Je ne supporte pas l'ambiguïté parce que le stratège, il a besoin de clarté. Et la profondeur de temps que je donne à mon livre, dans le modèle d'armée que je propose, c'est 2035 et il y a de la clarté. On peut emmener les gens vite, fort, loin, à la condition qu'ils sachent où l'on va de manière claire. Qui est l'ennemi ? C'est le nom de votre chapitre 2. Qui est l'ennemi ? L'ennemi aujourd'hui, il est de deux natures, qui sont distinctes mais pas disjointes. D'abord, le terrorisme islamiste radical, cette idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés et qui progresse grandement dans notre monde, singulièrement en Afrique en ce moment, en descendant du nord vers le sud. Et simultanément, le retour des États-puissances, ces pays qui ont des stratégies de long terme, quand eux, ils visent génération au pluriel, nous visons la prochaine élection au singulier. Vous êtes effrayé, et vous le dites, par l'incapacité de nos politiques à reprendre de la hauteur, à regarder loin devant la monture et à être obsédés par la prochaine dépêche. Mais il y a aussi ce qu'il se passe du côté des États-Unis. D'ailleurs, vous racontez l'une de vos dernières journées alors que vous étiez chef d'état-major des armées, où en gros, le matin, il y avait une réunion avec Angela Merkel, l'après-midi avec Donald Trump, qui était venu pour le dernier 14 juillet que vous aviez vécu sur les champs. Et vous aviez face à vous, au fond, la fin, ou en tout cas une alliance de raison avec les Allemands, dites-vous, et de l'autre côté, un personnage hiératique, difficilement compréhensible sur le long terme, pas franchement méchant, mais difficile à suivre. Aujourd'hui, quand vous entendez les mots de Donald Trump, il a parlé ce week-end à propos de la France d'un effacement civilisationnel qu'il anticipe de l'Europe, de l'effondrement du taux de natalité, des pertes des identités nationales, de la perte de la confiance en soi. Il émet le vœu, je cite, que l'Europe reste européenne, retrouve sa confiance en elle-même sur le plan civilisationnel, abandonne son obsession infructueuse pour l'asphyxie réglementaire. Est-ce que vous partagez de ce point de vue-là l'inquiétude de Donald Trump ? Alors Donald Trump, il est très imprévisible dans son comportement, je l'ai vécu et je l'ai vu lors de réunions, mais il est très prévisible dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, il le dit depuis longtemps. Alors ses propos sont très forts, voire très agressifs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas une surprise que les Américains, petit à petit, basculent vers le Pacifique. Mais quand il dit ça, vous pensez qu'il le souhaite ? Il parle d'ailleurs de nos pays comme des pays en état de décrépitude. Pensez-vous qu'il le souhaite ou pensez-vous qu'il veut nous réveiller ? Moi, je pense qu'il veut nous réveiller parce que il a besoin. Je ne pense pas qu'il a besoin d'une Europe faible. Au contraire. Il veut se désengager de l'Europe parce qu'il veut basculer vers ce qu'il considère être son futur adversaire ou son adversaire actuel, la Chine. Et ce n'est pas nouveau. Depuis Brzezinski et America First, ce n'est pas une surprise. Je le sentais dès 2017. Sont-ils nos Quant amis ? à notre pays, la description qu'il fait de notre pays, je crois qu'il faut que nous en tirions des leçons. Oui. Nous avons perdu notre fierté. Oui, les fractures sociales, intergénérationnelles, géographiques dans notre pays, l'archipel français, c'était déjà il y a plusieurs années. Les fractures sont très profondes, je les décris dans mon livre. Est-ce qu'au fond, ce qui vous inquiète le plus à court terme, c'est la guerre que des ennemis pourraient nous déclarer, ou c'est la guerre qui s'installe en France dans cette archipélisation, comme vous dites ? Est-ce que vous craignez carrément une guerre civile ? Ce sont les deux situations qui sont inquiétantes, de l'extérieur et à l'intérieur. J'ai connu avant la chute du mur les spetsnaz parachutés qui venaient pour préparer le terrain avec les Russes qui arrivaient. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons des islamistes radicaux sur notre théâtre, sur notre
territoire. Nous avons le cartel de la drogue qui s'installe. Et eux, ce ne sont pas des simples dealers, ils tirent. Il y a un niveau de violence dans notre pays extrêmement inquiétant. La délinquance progresse, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Tous les Français le savent. Il est temps de restaurer l'autorité à l'intérieur de notre pays. Et simultanément, à l'extérieur, effectivement, il y a des pays de plus en plus forts. Il y a l'islam radical qui fait pression. Donc la situation est grave. C'est pour ça que j'ai repris ma plume. Ce n'était pas mon intention initiale. Il faut réarmer la France pour que nous puissions préserver la paix, car seule la force fait reculer la violence. Vous ne vouliez pas reprendre la plume, vous l'avez fait. Vous dites régulièrement que vous ne souhaitez pas avoir à nouveau des responsabilités d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que, comme pour le fait d'écrire, vous pourriez vous dire à un moment, il faut quand même que j'y aille? Mon but unique, c'est au travers de ce livre, de sensibiliser, d'informer, de mettre sur la table ce sujet de la protection de la France et des Français avant les futures échéances électorales. Vous n'y prendrez pas part ? Pour que ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de mettre ce sujet sur la table pour que, enfin, dans une élection présidentielle, on puisse parler de la protection de la France et des Français. Votre successeur, le chef d'état-major Mandon, qui parle de la question. Au fond, on a surtout gardé la phrase sur « il faut être prêt à perdre nos enfants ». Mais il dit surtout « il faut être prêt, effectivement, moralement, parce que si les autres savent que nous ne sommes pas prêts à perdre nos enfants, alors nous serons attaqués. » De ce point de vue-là, partagez-vous le diagnostic? C'est la question centrale, évidemment. La première qualité d'un peuple, c'est sa capacité à se défendre. Le général de Gaulle le disait, son concept d'autonomie stratégique, c'est le cœur de notre système encore actuel avec la dissuasion nucléaire et la force conventionnelle. Nous avons la dissuasion nucléaire. Nous n'avons plus la force conventionnelle suffisante pour faire la guerre. C'est précisément ce que j'allais vous demander. On a pendant des années pensé que de toute façon avec la bombe atomique, nous n'étions plus menacés. Et quand on voit la Russie a la bombe atomique, mais en réalité la guerre qu'elle a déclarée à l'Ukraine, c'est une guerre conventionnelle. Est-ce que nous avons la force conventionnelle? Est-ce que c'est cette guerre-là qui nous serait menée? La dissuasion nucléaire a gagné la guerre froide. Mais pour une raison majeure, c'est qu'elle était couplée avec le même niveau de seuil de suffisance avec l'armée conventionnelle. Et c'est ce qu'il faut retrouver en urgence, par un réarmement massif. L'armée conventionnelle, c'est-à-dire, comme vous dites, les munitions, au sens propre du terme. La logistique, la capacité à durer, les effectifs supplémentaires. Les effectifs, ça veut dire qu'il faut que nous retrouvions une croissance démographique. Et puis, vous auriez les dit le équipements majeurs. réarmement démographique? Bien sûr, je pense que une des raisons pour lesquelles la Russie continue à progresser militairement, ce sont ses effectifs qui sont 4 fois supérieurs, sa population, aux Ukrainiens. Donc il faut être prêt à perdre ses enfants. Il faut accepter que la situation de paix que nous vivons depuis 80 ans est en train de changer et que la menace est grandissante. Et plus nous le ferons vite, plus nous redeviendrons forts, plus nous protégerons la paix. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. L'insécurité intérieure a un coût massif. Elle fait fuir les capitaux, désorganise les territoires et détruit le capital humain. Une économie fragmentée est une économie fragile. Et une économie fragile est une cible. C'est pour cela que la sécurité intérieure, la stabilité sociale et la crédibilité militaire sont en réalité un seul et même sujet. La prospérité ne précède pas la sécurité. Elle en dépend. Pierre de Villiers ne fait pas de politique partisane. Il parle comme un stratège. Il regarde loin dans un monde où beaucoup ne regardent que l'instant. Le message est simple mais difficile à entendre. La paix ne se décrète pas, elle se prépare. Et les nations qui refusent de regarder la réalité en face finissent toujours par en payer le prix.